Bonjour à tous. On va peut-être pouvoir commencer. Je sais pas ce que tu en penses, Michael, et puis Bah, les personnes qui ont. je pense que c'est bon. Allons-y. Alors, on va d'abord, effectivement commencer par se présenter. Je commence, Benoît, ou je te laisse, la primeur? Vas-y, vas-y, Michael, tu es bien parti. Ça marche. Alors du coup, bon, c'est moi, c'est Mickaël. Je travaille chez, 76 310, depuis quasiment un an, un petit peu moins maintenant, hein, mais on va bientôt les boucler la première année chez 76 310. Ça fait à peu près 9 ans, hein, que je bosse dans le marketing digital et la data. Et mon rôle chez 76 310, c'est de voilà, développer les partenariats, tout simplement pour aider au développement de la boîte, tout simplement. Et j'ai fait un petit passage dans une startup que vous connaissez peut-être, chez Addictiz, en 2016, voilà, de 2016 à 2019, et un passage également chez Experian. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Alors, voilà, je vois les questions aussi. Alors, je crois que je peux pas répondre, moi, Michael, aux questions. C'est toi qui dois pouvoir répondre. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Benoît Venière. Donc, je suis le fondateur et le CEO de Marketing One by One. Et donc, bah, je m'occupe de la stratégie, on va dire, de l'entreprise, des développements techniques, des développements de production. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le CRM, voilà, chez différents prestataires orientés autour du marketing automation et de la data. Michael, je te laisse passer les Ouais, choses. alors du coup, on va présenter aussi nos sociétés respectives. Donc 76 310, donc nous, on est éditeur de logiciels. On édite une suite de solutions qui vise à fiabiliser les bases de données. Donc on va travailler principalement sur les datas de contact, à savoir l'adresse postale, l'adresse email et le numéro de mobile. On va également aussi être en mesure de proposer de l'enrichissement, la déduplication, la géoloc. On travaille également sur le B2B, donc on va être également en mesure d'enrichir des bases B2B. Donc voilà, un scope assez large. Principalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est, voilà, c'est éditeur de solutions data quality, email, postal et mobile, tout simplement. Donc là, vous avez quelques références en dessous avec lesquelles on travaille actuellement. Et puis voilà, donc je laisse Benoît enchaîner. Ouais. De toute façon, le but, hein, c'est pas forcément de faire la promotion aujourd'hui de nos solutions, hein. Le but, c'est de vous montrer la légitimité, entre guillemets, qu'on a, Michael et moi, à vous parler et à vous présenter nos préconisations en usage CRM post-crise, on va dire. Donc pour la partie One by One, juste pour rappel, nous on est une société spécialisée en data, en fidélisation par la data. Donc ça c'est nos deux axes principaux. Et donc on s'occupe de centraliser les données de nos clients, essentiellement pour des retailers, des acteurs du tourisme. Vous voyez quelques références en bas. Et en fait, grâce à cette centralisation, on met à disposition de nos clients des analyses de la data visualisation, des tableaux de bord pour mieux comprendre qui ils sont leurs propres clients. Et ensuite, on met à disposition nos outils qui permettent d'animer ces communautés via du marketing automation ou via des campagnes one-shot sur tous les canaux, que ce soit email, postal, SMS, etc. Voilà, donc quelques références, vous voyez, donc secteur du tourisme, secteur du retail, qui sont effectivement des secteurs qui sont les plus concernés par cette crise aujourd'hui en termes d'impact, tout simplement. Donc, je vous propose de revenir un peu sur le contexte. Vas-y, c'est bien, Mickaël, hein, tu peux Ouais. avancer. Sur le contexte, effectivement, de la crise et de l'impact que ça peut avoir au niveau CRM et au niveau animation de contact. Donc les convictions qu'on partage 76 310 et Marketing One by One aujourd'hui, c'est que cette crise, qui est une crise sanitaire et bientôt économique très forte, modifie profondément les modes de consommation de vos contacts, de vos clients et même de vos prospects. Premièrement, en fait, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme entre le e-commerce et le retail. C'est-à-dire qu'on le voit là avec le confinement, avec la crise, on ne peut plus quasiment, maintenant c'est le redémarrage, mais on ne pouvait pas acheter en magasin, on ne pouvait acheter que sur le e-commerce. Donc il y a des habitudes qui ont été prises qui vont pas forcément s'enlever du jour au lendemain et qui peut-être vont juste muter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les retailers, il y a des dispositions sanitaires pour accueillir du trafic en magasin, que ce soit le nombre de personnes dans le magasin, que ce soit le port du masque, que ce soit l'essayage des produits. Enfin voilà, il y a beaucoup de dispositifs et donc les consommateurs vont
peut-être aller en magasin moins par plaisir, mais plus par nécessité. Ça, c'est un point important. Et puis aussi, on a vu dans ce confinement des comportements assez bizarres de consommation qui sont par exemple la peur de manquer. On s'en rappelle avec le papier toilette, hein, par exemple, ou avec la farine, ou avec les œufs. Il y a eu quelques pénuries. Ces pénuries n'étaient pas des pénuries de manque de produits, c'était des pénuries parce qu'il y avait une peur panique de manquer et que les consommateurs ont surconsommé ces produits. Et donc, on voit que tout ça est en train de se modifier. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a des comportements qui sont liés au confinement, liés à la crise, et qui vont être ponctuels, et puis d'autres qui vont durer. Donc, j'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais en tout cas, il faut prendre en compte que ces modes de consommation vont évoluer et que ça va pas être pareil dans un mois que ce qui était il y a 6 mois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le local prend beaucoup plus d'importance que l'international. Aussi bien dans l'approvisionnement, c'est-à-dire que pour des retailers notamment, ou des acteurs du e-commerce, enfin, voilà, aller chercher des Privilégie. produits voilà, aller chercher des produits internationaux, c'est beaucoup plus compliqué avec les mesures de douane, etc., et de fermeture des frontières. Et par ailleurs, les consommateurs, eux, cherchent beaucoup plus de local, que ce soit la petite ferme à côté pour aller chercher ses œufs et sa viande, mais aussi, pourquoi pas aller chercher au petit supermarché à côté plutôt que faire 50 km pour aller dans le grand mall plus loin. Donc voilà, donc on voit que le local est beaucoup plus important et beaucoup plus recherché par les consommateurs que l'international. Et puis enfin, le dernier point qu'on a identifié dans la modification des comportements liés à cette crise, c'est l'importance des valeurs par rapport au business. On l'a vu l'exemple avec, je ne sais pas si vous avez vu Amazon, qui n'avait pas arrêté directement ses salariés, et les salariés se sont plaints quasiment tous les soirs aux 20 heures en disant c'est pas normal, on envoie du rouge à lèvres, on envoie du vernis à ongles, alors que c'est censé être ce produit pour première nécessité, et à cause de ça, on met en péril notre santé parce qu'on n'a pas de port du masque, voilà. Donc, en fait, les salariés se sont plaints d'Amazon directement plusieurs fois 20 heures. Ça a une image extrêmement négative. Et on voit que les consommateurs mettent en valeur, entre guillemets, le respect de ces consignes, le respect des collaborateurs, etc. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est le côté vert, le côté écologique. On le voit tous en tant que confinés, quand on a la chance d'avoir un jardin ou d'être un petit peu dans la nature, on met beaucoup plus l'accent sur les petits bruits des oiseaux, sur comment poussent les herbes, etc., les plantes, etc. Et en fait, on voit aussi que la nature reprend ses droits. Vous avez vu les images de Venise, vous avez vu les différentes images. Et en fait, l'écologie, qui est un fond latent, entre guillemets, une demande latente, en fait, va avoir un pic suite à ce confinement, suite à cette crise. Donc, il y a non seulement les valeurs humaines, mais les valeurs aussi économiques et sociales, et donc qui vont être très importantes pour les entreprises à mettre en valeur justement par rapport à leur business. Et donc ça a quoi comme impact au niveau CRM? Donc les convictions, c'est que déjà il va y avoir une surpression marketing à la reprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir une décorrélation entre tous ces changements, ces modes de consommation qui changent, etc., ces convictions qui changent, et le fait que les retailers, notamment les acteurs du tourisme, ont perdu énormément de business pendant cette crise, et donc ils vont vouloir à tout prix rattraper le business perdu, et donc surcommuniquer pour essayer de faire revenir au maximum leurs clients. Et donc là, il y a une décorrélation forte, un décrochage qui va s'opérer entre la pression marketing qui va être excessivement forte et les nouvelles attentes, les nouveaux besoins des consommateurs qui sont extrêmement changeants. Deuxième point, la reprise au niveau CRM, l'erreur à ne pas commettre, c'est surcommuniquer sur le Covid. Je ne sais pas si en tant que consommateur, vous avez reçu autant que moi d'emails avec l'objet Covid-19. Enfin, je suis désolé, les retailers n'ont pas la même légitimité que nos instances gouvernementales pour communiquer sur le Covid ou sur les instances médicales ou sanitaires. En quoi une marque va pouvoir donner des conseils supérieurs à ce qu'on pourrait attendre de la communauté scientifique? C'est pas légitime. Ça. Et puis après, faire fi de cette crise, dire bah non, comme as usual, comme on dit, rien n'a changé. C'est pas vrai non plus. Donc le curseur à trouver dans la communication est assez subtil. Là, c'est chaque marque qui doit faire ce travail intermédiaire entre la surcommunication sur la crise ou la sous-communication. Il faut trouver le bon juste milieu. Ensuite, le point dans les convictions également qu'on partage avec 76-70, c'est qu'il va y avoir un afflux massif de communication sur l'email, parce que c'est pas cher, parce que c'est mesurable, parce que c'est facile, enfin voilà. Et donc là, en fait, il va y avoir une surpression commerciale énorme sur l'email, et donc la conviction, c'est que en termes de CRM, il va falloir varier les canaux beaucoup plus qu'avant. On pourrait y revenir pendant la suite de cette présentation. Et puis enfin,
c'est l'importance de vos data, c'est le cœur du sujet de cette conférence, pour personnaliser vos communications auprès déjà de vos contacts et de privilégier, on le verra après, vos contacts avant de privilégier l'acquisition de nouveaux leads pour justement dire on vous connaît bien, vous êtes déjà passé chez nous, vous êtes déjà acheté sur le site web, vous avez déjà été en relation avec le service client, vous avez déjà fait une demande, etc., etc. Donc tout ça, et en fait, ça rassure. Ah oui, cette marque, en fait, elle me reconnaît, elle est là aussi pour m'accompagner dans ma reprise de consommation et je suis pas un petit nouveau, quoi. Et donc, l'importance de la donnée pour reconnaître ses clients et bien communiquer auprès d'eux. Voilà, donc la vision, entre guillemets, les 4 points qu'on va aborder dans ce webinaire, ça va être 1, comment mieux exploiter vos datas, tout simplement, donc notamment via de la centralisation de données. 2, comment comprendre et anticiper les parcours clients, les nouveaux parcours clients et les nouvelles attentes de vos consommateurs. 3, comment essayer d'avoir une meilleure qualité, une donnée plus fiable, une meilleure qualité de données pour mieux exploiter cette donnée et avoir toutes les armes pour bien communiquer. Et puis enfin, comment communiquer de manière pertinente et différenciante suite à cette crise et lors de la reprise. Quelques quick wins, pardon, donc de mise en place avant de rentrer dans le vif du sujet, comme ça on vous donne quelques tips, ou en tout cas ceux qu'on pense, hein, après à vous de nous dire dans vos questions si vous partagez nos points de vue. Mais une erreur fondamentale qu'on a tous vue, et moi en tant que entre guillemets, spécialiste du CRM, je l'ai vu et revu en tant que consommateur, des triggers qui n'étaient pas débranchés. Moi je suis désolé, quand il y a un programme de feed et qu'on m'invite à passer en magasin pour dépenser mes points alors que je suis confiné chez moi et que je peux pas aller faire les boutiques, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc, pensez, vous avez des campagnes automatisées, que ce soit par email, par SMS, etc. Qu'est-ce qui peut être modifié par rapport à cette période de confinement? Qu'est-ce qui ne peut pas être modifié? Donc, du coup, je mets en stand-by parce que c'est pire que mieux. Donc, déjà, bien penser à ça. Quel est mon stack, entre guillemets, de campagnes automatisées? Quels sont ceux que je vais pouvoir modifier? Quels sont ceux que je vais pouvoir mettre en pause? Quelles sont celles qui n'ont pas d'impact par rapport à cette situation? Et puis ensuite de les réfléchir dans cette reprise, de reparamétrer avec des messages peut-être un petit peu plus pertinents, un petit peu moins business, peut-être un petit peu plus réfléchis sur les valeurs dont on parlait tout à l'heure, sur ces campagnes automatisées. Ça, c'est le premier quick win. Deuxième, il faut miser sur vos clients, comme je le disais tout à l'heure, sur vos contacts. Ils vous connaissent, vous avez déjà une relation avec eux. C'est légitime que vous communiquiez avec eux. C'est pas le moment, en tout cas pour nous, hein, après c'est discutable, mais c'est pas le moment de faire de l'acquisition à tout va. Et de chercher à les convaincre parce que déjà ces contacts ils vont être sursollicités par les marques qui connaissent déjà et puis deux vous allez pas être les seuls quoi. Il y a plein de gens qui vont essayer d'acquérir donc ça va coûter très cher pour un résultat très limité alors que vous avez une mine d'or souvent très mal exploitée au niveau de votre base de données. Donc notre conseil principal, c'est axez-vous sur vos contacts, sur votre base de données avant d'aller chercher des nouveaux leads. Michael? Oui, ouais. Bah, je te laissais, tu étais bien parti, donc du coup, j'étais passionné par ce que Merci tu de me disais. lancer. Effectivement, donc là, c'est ne pas tomber non plus dans les pièges de faire des full bases, comme le disait Benoît, attention à la surpression marketing. Et par rebond, attention à votre délivrabilité quand on parle d'email. Donc, on serait tenté de vouloir rattraper effectivement le retard accumulé en termes business avec des envois d'emails massifs. Attention, ça peut être dangereux en termes de délivrabilité. La surpression commerciale, je viens de le dire. Et puis, petite note aussi, petite parenthèse, mais qui pas des moindres, hein, l'envoi d'un email coûte entre guillemets 4 grammes de CO2. C'est-à-dire qu'on va avoir une empreinte carbone importante sur un envoi d'email. Donc, c'est pas anodin. Ça, à l'échelle française de tous les retailers, tous les annonceurs, ou voire même à l'échelle mondiale. Donc, c'est là où c'est important, comme on l'a dit un peu précédemment, la précision de la segmentation qui va être judicieuse, de ne pas en faire un tout de base et puis d'avoir une qualité de données qui soit fiable pour pas envoyer des emails sur des adresses email qui n'existent pas ou qui n'existent plus. On verra aussi un peu après comment on peut éviter tout ça. Varier également ses canaux de communication, pas uniquement utiliser l'adresse email par exemple, mais effectivement on a d'autres canaux qui sont tout aussi efficaces en fonction de ce qu'on a besoin de dire. Donc le SMS, effectivement le courrier ou des push notifications sur des apps. Voilà, il y a aussi toute la partie un peu corpo, mettre en avant vos collaborateurs, ça peut être aussi un axe. Ça, c'est
Bah, C'est vraiment effectivement, sur ce Michael, juste moment. pour rebondir là-dessus, enfin, moi je suis assez convaincu que c'est très important, d'une part, de bien communiquer que c'est les collaborateurs, parce qu'au niveau CRM, on pense souvent à ses clients, mais on oublie facilement ses collaborateurs. Alors qu'en fait, ce sont vos premiers clients. Et on le sait tous, hein, l'adage, ou en tout cas, je sais plus qui disait ça, hein, c'est le patron de Virgin, qui disait si vous voulez des clients satisfaits, déjà occupez-vous bien de vos salariés. Et donc, c'est un peu le même idée en termes de communication. Déjà, communiquez bien auprès de vos salariés. Et pourquoi pas leur envoyer un SMS, pourquoi pas leur envoyer des emails à l'ensemble de vos collaborateurs, pourquoi pas personnaliser ces SMS et ces emails en fonction du poste qu'ils occupent, s'ils travaillent ou pas, etc., etc. Ça, c'est important sur la notion de collaborateur. Et puis ensuite, de la mise en avant de ces collaborateurs auprès de vos clients. C'est essentiel. Je ne surexploite pas, il n'y a pas d'esclavagisme chez moi, c'est sous base de volontariat, ils sont bien protégés. Enfin voilà. Et ça, c'est essentiel pour que vous donniez confiance à vos clients, de montrer qu'en fait, vous avez confiance en vos collaborateurs et vous communiquez après eux. C'est ça, Et effectivement, puis c'est le souvent dernier les point, meilleurs ambassadeurs ouais. pour votre marque, tout simplement, hein. C'est les premiers ambassadeurs, j'ai envie de dire, de votre marque, c'est effectivement vos collaborateurs. On l'a dit aussi tout à l'heure, penser local parce qu'effectivement la tendance commence, la prise de conscience de la surconsommation et de la consommation abusive ou excessive sans réflexion. Bah, les mentalités commencent à changer un petit peu, donc on y vient de plus en plus. C'est des sujets qui arrivent sur la table, que ça soit au niveau marketing, même au niveau politique, au niveau social. C'est des sujets qui sont de plus en plus abordés. Heu, donc il faut pas passer à côté aussi de ça dans votre discours sur, en tout cas dans la mesure du possible, hein, en fonction de votre business bien entendu, mais effectivement penser local, dans vos réflexions de stratégie marketing, de stratégie de communication. Voilà, moi, je vous C'est propose, si vous voulez, avant de passer à la suite et de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, hein, si vous avez des premières questions par rapport à ce qu'on a pu vous présenter, par rapport à nos convictions, par rapport à ces quick wins, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est aussi ça, la force d'un webinaire, c'est de pouvoir être interactif. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous challenger également, et de nous dire tout simplement si vous êtes d'accord avec ça, si vous y aviez pensé ou pas du tout. Euh, voilà, je vous propose d'avancer. Alors, mieux exploiter ces données, alors c'est facile à dire. Pareil, hein, j'aime bien les maximes, hein, mais je ne sais pas si vous connaissez cette maxime. Vos prospects, c'est de l'argent, vos clients, c'est de l'or. Et donc, en fait, vous avez souvent de l'or dans les mains qui, en fait, n'est pas très bien exploité. Parce qu'en fait, vous avez une mine d'or, voilà, de data que vous collectez et que vous continuez à collecter d'ailleurs, hein, avec ce confinement, ne serait-ce que les passages sur votre site web, les commandes sur votre site web, les relations avec votre service client, les avis clients qui continuent à se faire. Enfin, voilà, il y a une mine d'or de data qui est souvent très peu exploitée. Et on se dit, ah bah c'est bien, je la collecte. Mais c'est bien de la collecter. Après, il faut la collecter proprement déjà, on y reviendra. Et puis ensuite, comment je m'en sers? Parce que ça sert à rien si à un moment donné, je collecte pour 10, 15 ans d'historique de données, si au final, je ne l'exploite pas tous les jours dans mes actions CRM. Donc, effectivement, donc vous l'avez compris, bah, c'est notre credo, hein. Nous, on est pro sur la fidélisation. En tout cas, c'est vraiment notre spécialité et on y croit fort et on le sait, hein, de toute façon, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le général, les budgets marketing, c'est en gros 80% lié à l'acquisition et 20% sur la fidélisation. C'est une stat générale, hein, voilà, mais c'est un peu l'ordre d'idée. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que déjà, ces budgets d'acquisition sont énormes parce que tout simplement, les annonceurs ne savent pas identifier leurs clients. Et ils pensent que tout le trafic qui est généré en magasin ou tout le trafic qui est généré sur leur site web, c'est grâce à l'acquisition de leads. Sauf qu'en fait, déjà, s'ils avaient une meilleure utilisation de leurs données, ils pourraient s'apercevoir qu'en fait, ces gens-là qu'ils ont payé très cher via des Google AdWords, par exemple, c'est des gens qu'ils avaient déjà en base de données. Juste, ils se sont pas enregistrés de la même manière ou ils n'ont pas été identifiés, etc. Donc, en fait, ils l'ont payé deux fois. Et une fois qu'ils l'ont encore payé, ils la rentabilisent toujours pas, cette adresse, avec des actions de communication. Et donc là, ce qu'on voit, c'est quelques stats sur le fait que, notamment en France et de manière générale, aujourd'hui, les outils sont vraiment en avance de phase par rapport à la prise de hauteur des marketeurs sur le bon usage de leurs données et sur le fait qu'aujourd'hui, les données sont sous-exploitées au maximum, que ce soit en termes de personnalisation, que ce soit en termes de ciblage et que ce soit en termes de mixité de la pression commerciale et des canaux utilisés. Et donc, pour nous, le cœur du sujet, c'est vraiment d'être en mesure d'identifier ces différentes sources de données, de les collecter proprement, on y reviendra encore une fois, mais surtout de les centraliser.
Alors, nous, on a pris le terme CDP, Customer Data Platform, pour dire ça. Maintenant, il y a plein de termes qui existent, hein, DMP, Data Lake, Data Warehouse, RCU, il y en a plein. Le principe de la CDP, Customer Data Platform, c'est que c'est vraiment à but de fidélisation, et un peu comme un RCU amélioré, un référentiel client unique. Et donc, le principe, c'est d'aller chercher chacune des sources, que ce soit les sources en magasin. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas eu forcément beaucoup de tickets de caisse ces 2, 3 derniers mois, mais ça va revenir, on l'espère tous. La navigation sur le site web, les commandes sur le site web, je disais les avis clients, la relation avec le service client. Est-ce que j'ai eu quelqu'un au téléphone pour remonter une insatisfaction de non-livraison, de retard, de produits cassés, etc., etc. Donc tout ça sont des sources extrêmement importantes parce qu'on va s'en servir ensuite pour mieux identifier ces contacts, pour diversifier toutes les informations qu'on connaît sur eux, sur leurs points de contact, sur leurs coordonnées, mais aussi du coup pouvoir ultra personnaliser des communications en one-to-few et en one-to-one. On y reviendra par la suite. Alors, petite transition du coup sur la data quality. Effectivement, pour avoir une CDP pleinement fonctionnelle, il faut utiliser de la data quality. Alors pourquoi? Parce que votre donnée, elle est pas figée, elle est pas gravée dans le marbre. On constate une obsolescence des données au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être lié à un déménagement, lié à un numéro de téléphone qui va changer. Donc voilà, la vie d'un client, de toute manière, voilà, fait que ces données changent au fur et à mesure du temps, hein, au fil du temps. Heu, donc ça va être un premier point. Bien souvent, on constate aussi que les collectes de données sont peu structurées, et peu sécurisées. C'est-à-dire qu'on va avoir des points de collecte, que ce soit des formulaires web, des logiciels, au niveau des call centers. Ça va être aussi, les systèmes de caisse, donc la saisie en système de caisse pour quelqu'un qui souhaite s'inscrire sur un programme de feed, par exemple, en magasin. Tous ces points de collecte, malheureusement, ne sont pas forcément tous, structurés de la même manière, sécurisés de la même manière, et de cette là, la donnée va pas être fiabilisée, et homogénéisée entre guillemets dans votre CRM, dans votre CDP. De la même manière, comme l'a dit tout à l'heure un peu Benoît, on va se retrouver parfois avec des doublons dans la base. Quelqu'un qui s'inscrit en point de vente, e-commerce, en point de vente ou en e-commerce pardon, va peut-être pas forcément donner la même adresse email ou les mêmes coordonnées. De ce fait-là, il va se retrouver en doublon. Comment on fait pour aller, le détecter? De la même manière, on va avoir des coquilles dans les saisies. On va avoir encore une fois des problèmes de syntaxe, des problèmes de validité, hein, tout simplement de les données. Et puis, pourquoi la data quality? Aussi réduire l'empreinte carbone. On en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure. C'est vrai que en termes de IT, le stockage des données consomme énormément d'énergie. Globalement, sur un data center, par exemple, il faut savoir qu'on a à peu près entre 40 et 50 d'énergie qui est allouée au refroidissement des data centers. Donc ça a un coût CO2 énorme, et à votre échelle, si vous, dédoublonnez votre base et vous conservez uniquement les datas qui sont exploitables, à savoir les datas qui soient vérifiées, fiables, accessibles, ça va réduire le poids un petit peu, de votre stockage, et de cette là, vous faites du bien à la nature. Voilà, vous avez quelques chiffres, hein, sur la droite également, quelques stats, qui démontrent tout simplement qu'une une bonne politique entre guillemets de gestion de la data, au sein de votre CRM réduit également aussi les coûts et les dépenses que vous allez pouvoir avoir, au niveau, encore une fois, du stockage, du temps homme, hein, parce que on parle là de pur IT, mais en pur CRM, ne serait-ce que la relation client, vous allez avoir des utilisateurs qui vont se plaindre peut-être parce que leur colis ne sera pas arrivé, parce que l'adresse postale n'aura pas été vérifiée. Vous allez avoir des emails envoyés, des emails de confirmation envoyés à des boîtes mail qui n'existent pas, parce que l'utilisateur aura fait une coquille, et que votre formulaire n'aura pas détecté cette coquille. Voilà, donc tout ça, ça génère des coûts, que ce soit des coûts directs ou indirects. Et bon, voilà, vous avez quelques stats sur la droite qui vous donnent un peu une mesure de tout ça. Donc c'est pas anodin, hein, ça peut vite chiffrer. On s'en rend pas forcément compte parce qu'encore une fois, c'est rarement mesuré finalement par les enseignes. Puis le Donc, point, je me ouais, permets d'insister juste, hein, Michael, sur ce que tu disais. vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est vraiment très important de savoir que la data quality,
en fait, bien sûr, peut vous faire économiser de l'argent puisque, bah, voilà, on identifie tout ce que vient de dire Michael et ça permet d'économiser pas mal. Mais c'est surtout une meilleure connaissance client parce que vous le savez tous en tant que consommateur, vous avez plusieurs adresses email, vous avez déménagé les 5 dernières années X fois, vous n'avez pas forcément prévenu, hein, vous avez déménagé, etc. Sauf qu'au final, via les multiplications des sources et des points de contact que vous pouvez avoir avec les marques, que ce soit en magasin, sur site web, comme on a vu tout à l'heure, le service client, etc., fait que la marque, en fait, elle a plein de bonnes avenirs dans la base. Elle en a plein de bonnes avenirs dans son ancienne adresse postale, bonnes avenirs avec son adresse email perso, bonnes avenirs avec son adresse email pro, et voilà. Et donc, en fait, la notion de doublon, elle est fondamentale. Et pourquoi? Parce que si on veut associer à la fiche de Bonaventure l'intégralité de ses datas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réellement commandé, combien de fois il est réellement passé sur mon site web, voilà, donc sa connaissance client, ben on est obligé de se dire Bonaventure, c'est la même personne en fait. C'est pas X personne parce que je peux être 4 fois un client moyen, alors que si j'étais dédoublonné, je serais un super client VIP. Donc c'est essentiel dans la connaissance client déjà. Et deuxièmement, dans les points de contact, c'est-à-dire que pareil, il n'y a rien de quoi plus frustrant pour un consommateur VIP que de demain perdre le contact avec sa marque. Voilà. Donc, tout simplement, si vous avez des coordonnées qui ne sont pas à jour, email, postal, etc., bah, ça ne permet pas de garder le contact avec lui. Donc, mis à part effectivement ces points d'économie, il y a également la connaissance client et la perte de lien avec vos clients. Exactement. Et bon, tu vas un peu spoiler les slides qui Ah, vont venir pardon, je suis après. désolé, Michael. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Euh, et du coup, on a effectivement en termes de data quality, on a ce qu'on appelle. Alors, c'est pas fait exprès parce qu'il y a la crise sanitaire. On parle bien de traitement curatif et de traitement préventif. Mais c'est vrai que le parallèle peut être fait finalement avec ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, toute proportion gardée, on est bien d'accord, mais euh, dans la data quality, on va opérer un peu comme dans le corps médical, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des solutions préventives afin de prévenir de la maladie, quelque part la maladie de la data, Des qui est ce gestes qu'on a vu barrières, tout on à l'heure, pourrait dire, Michael. exactement des gestes barrières. Et puis après, on a effectivement le mal est fait, le virus est dans votre CRM, c'est-à-dire que vous avez des doublons, vous avez des données qui sont pas bonnes. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des solutions curatives qui visent à venir nettoyer et enrichir votre base de données. Donc ça, on va développer un peu plus juste en dessous. Donc comprendre les besoins du client. Benoît, tu veux faire une petite Oui, oui, aparté bah, sur ça? Ouais. c'est essentiel, hein. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui avec ces changements de consommation, les attentes qui vont être très différentes des consommateurs et le fait que la concurrence va être extrêmement forte à cette reprise, hein. C'est-à-dire que tous les retailers, tous les e-commerçants, tous les acteurs du tourisme vont énormément communiquer pour essayer de limiter la casse de cette période de crise. Et du coup, en fait, vous allez être on va dire, obligé de mieux comprendre qui sont vos clients pour essayer d'envoyer des messages les plus pertinents possibles. Donc là où le mass mailing, quand je dis mass mailing, ça peut être sur n'importe quel canal, hein, mais là où le mass mailing pouvait encore à peu près exister dans le monde d'avant, dans le monde de demain, il est de plus en plus dangereux de faire appel à des communications massives sans personnaliser, même je dirais ultra personnaliser. Et pour le faire, bah, il n'y a pas 36 solutions, c'est mieux comprendre, mieux identifier les parcours clients et ça via la data visualisation. Je te propose d'avancer si tu veux bien. Voilà. Donc les cas d'usage, c'est déjà d'identifier quels ont été les impacts de la crise sur votre business très, très concrètement, et puis de pouvoir anticiper demain ce qui va changer. Bien, tout simplement les produits. Alors c'est tout bête, hein, mais je ne sais pas si vous avez vu les différents reportages à la télévision. Il y a plein de grands retailers hein, de grande consommation, on va dire, grande distribution, qui savent même pas. C'est les chefs de rayon, c'est les directeurs de magasins qui disent ah bah tiens les vêtements sont moins partis pendant 3 semaines. Ah, super, mais c'est assez facile de le voir. Hein. Si on analyse les tickets de caisse, si on analyse les ventes, on voit très bien quels sont les produits qui ont été survendus, les produits qui ont été sous-vendus. Bah ça, c'est indispensable. Ne serait-ce que pour se dire, bon, bah, je les ai en stock, il va falloir que je les écoule. Quelle va être ma stratégie pour les écouler, ceux qui ne sont pas vendus? Et puis surtout, est-ce que les modes de consommation ont changé? Peut-être que mon référencement de produits doit être différent maintenant. Donc, on voit bien que, au-delà du CRM et de la communication, l'analyse, elle est fondamentale sur votre business de manière globale et pas forcément juste la communication. Ensuite, effectivement, de distinguer quels sont les clients qui ont pu aller en magasin de ceux qui n'ont pas osé. Je vais dire une bêtise, une énormité, mais bah, peut-être la peur du virus n'est pas la même chez tous les consommateurs, quoi. Et que peut-être demain, les axes de communication que vous aurez, il va y avoir peut-être des axes de communication par classe d'âge, des axes de communication de est-ce que les personnes sont prêtes à se déplacer ou pas, et peut-être d'exister, surexister sur le média digital avec les gens qui vont pas se déplacer, et sur
vendre, entre guillemets, le fait que vous ayez une présence physique pour les gens qui sont prêts à se déplacer facilement. Donc ça, voilà, ça s'analyse également. Et puis les zones géographiques, on en parlait tout à l'heure, le local, très important, les zones de chalandise, quelles ont été les zones, alors on le voit, on parle de département rouge, département vert, département orange, ça aura certainement un impact au niveau de votre business, et surtout, les gens attendent qu'on parle local, ils attendent que ce soit leur directeur de magasin qui prenne la parole. Enfin voilà, donc tout ça, c'est de la personnalisation, et pour ça, il faut identifier ce qui est important comme axe d'achat et comme comportement. Et puis enfin, c'est de pouvoir analyser la pertinence de vos campagnes, ça de manière très détaillée, par exemple via des populations témoins, via des mesures de performance qui vont au-delà d'un taux d'ouverture, d'un taux de clic email, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il va falloir changer les canaux. Et donc, ces mesures-là ne vont pas suffire pour voir la pertinence de vos campagnes. Donc, quelques exemples pour identifier des parcours clients, hein, c'est de voir effectivement quels sont les clients dans votre base qui passent sur votre site web. Alors ça, c'est une donnée essentielle, hein, je ne sais pas si vous l'avez mis en place chez vous, mais de dire quels sont les visiteurs de mon site web qui sont présents dans ma base de données. Est-ce que je suis capable de les identifier? Généralement, les personnes se loguent de 5 à 10%. 5 à 10% des visiteurs se loguent ou sont reconnus. Donc vous partez du principe bien souvent que 90% des visiteurs ne sont pas vos clients. Donc c'est grâce à toutes ces campagnes AdWords très coûteuses que vous avez fait venir 90% de vos visiteurs. Alors que si vous aviez un système d'authentification plus poussé, vous seriez en mesure de dire qu'en fait 70% de votre trafic est généré par des gens que vous connaissez déjà, que vous avez en base, et que le AdWords ne vous génère que 30%. C'est une indication que vous pourriez voir via des tableaux de bord un peu poussés qui vous permettraient de centraliser, enfin, qui sont le reflet entre guillemets de la centralisation des données que vous avez pu faire, en croisant effectivement ce type de données digitales et pourquoi pas les coûts de recrutement et de génération de leads sur votre site. Et puis effectivement aussi, là c'est le taux de complétude, on va dire, c'est une donnée essentielle, c'est-à-dire de voir sur votre base quelles sont les coordonnées, quelles sont les dates de naissance renseignées, est-ce que je pourrais communiquer par SMS avec mes clients, parce que c'est très bien de se dire ah bah super, je vais varier les canaux. Si à un moment donné dans votre base vous avez 95% d'emails et 2% d'SMS, on pourrait vous dire vous allez varier les canaux, mais ça ne va pas changer grand-chose dans votre prise de parole auprès de vos contacts. Donc il y aura peut-être, on verra aussi par la suite, d'autres méthodes pour aller chercher des numéros de portable. Pour autant, c'est très important de mesurer ça et de voir si les actions, par exemple, de collecte de ces numéros de mobile sont efficaces. Et si en magasin, si sur votre site web, vous privilégiez bien le dépôt de ces nouvelles coordonnées. Et donc ça, vous devez le mesurer quasiment en temps réel. C'est très important. Alors, collecter de la donnée de qualité, donc on l'a vu tout à l'heure, effectivement, les points de collecte sont variés, les sources de collecte sont variées. On peut avoir des partenariats, on peut avoir un site web qui va générer de la data, on peut avoir les call centers, on l'a vu tout à l'heure, on a également les jeux concours. Enfin voilà, il y a un tas de points de collecte qui peut alimenter votre CRM. L'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les solutions, quels sont les outils qui permettent justement de collecter de la donnée de qualité. Donc, c'est avoir la data qui soit fiabilisée et vérifiée en temps réel. Parce que à ce moment-là, effectivement, on interagit avec l'utilisateur, la saisie elle est en train de se faire. Il va falloir vérifier à l'instant T si la data est correcte avant de pouvoir l'insérer dans le CRM. Alors, on a pris un petit exemple de Madame Pangolin, un petit clin d'œil avec la situation actuelle. Donc, Madame Pangolin est sur son site e-commerce. Donc là, on a simulé entre guillemets un formulaire somme toute assez classique qu'on pourrait retrouver dans un site e-commerce, équipé en solution data quality. Donc, c'est-à-dire que chaque champ va bénéficier entre guillemets d'une vérification et d'une normalisation. La normalisation, on va le voir aussi plus tard, elle est hyper importante pour la détection des doublons notamment. Donc voilà, Madame Pangolin, donc le site e-commerce est équipé en solution préventive. Madame Pangolin aussi, on va l'équiper aussi en solution préventive, on va lui mettre son petit masque, sinon c'est pas d'actualité. Bon voilà, globalement comment ça se passe? Donc elle commence à saisir effectivement son nom, son prénom. Vous pouvez constater que sur le champ prénom, vous allez avoir une suggestion, donc ça va aider à la saisie. On va retrouver exactement la même chose sur le champ email qui est beaucoup plus technique, c'est-à-dire qu'on va voir finalement sur le champ email la suggestion qui va être basée sur le nom-prénom pour faciliter encore une fois la saisie. Ensuite, après le arrobase vient le domaine, donc on va également dès la première lettre proposer une série de domaines qui va être triée par
par ordre alphabétique et par popularité. Donc dès qu'on tape un G par exemple pour Gmail, fatalement on va avoir en première position Gmail et ensuite par ordre alphabétique les autres domaines. Alors j'ai Et une puis là, la question, prochaine fois, Michael, avec innocence, hein, je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde. Est-ce que l'email, par exemple, il est vérifié juste au niveau de sa structure ou il est vérifié au niveau nominatif? alors il est vérifié à plusieurs niveaux. Donc on va vérifier d'une part effectivement dans un premier temps la syntaxe, on va vérifier effectivement que la structure soit bonne. Donc, on va regarder effectivement si il y a bien quelque chose avant l'arrobase, donc à savoir un utilisateur. On va regarder effectivement s'il y a un arrobase, qu'il n'y a pas d'espace. Donc tout ce qui va être relatif à la syntaxe. Après l'arrobase, on a le domaine et l'extension. .com, .fr, .be et ainsi de suite. Donc ça va être le premier niveau de contrôle qui va déjà nous épargner un bon nombre d'erreurs potentielles, mais ce n'est pas suffisant pour effectivement vérifier que la data soit correcte. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va vérifier que le domaine existe bien. En gros, c'est bien qu'il y a bien un serveur de messagerie derrière. Donc gmail.com, pas de souci, on sait que c'est un serveur de messagerie. Si ici dans l'exemple, la saisie aurait été gmail.fr, là il y aurait une erreur à ce niveau-là. Et ensuite, on vient vérifier l'adresse email au complet. C'est-à-dire qu'on vient pinguer en quelque sorte l'email en temps réel. Hein, donc tout ce qui est fait à ce moment-là, que vous voyez à l'écran, c'est du temps réel. Et donc on vient pinguer l'adresse email. Donc en gros, on simule tout simplement l'envoi d'un email au sein de l'adresse. Donc on n'envoie pas d'email, on coupe entre guillemets la connexion avant d'envoyer réellement un email. Mais ça nous permet d'avoir de l'information. C'est-à-dire que le serveur en face va nous dire bah, coucou, effectivement, j'accepte cette adresse, elle existe bien chez moi, ou au contraire, non, elle n'existe pas chez moi. Donc on va avoir un OK ou un KO. Et au-delà de ça, on va avoir un niveau de profondeur également d'information qui va nous permettre de savoir si la boîte mail est pleine, par exemple, s'il s'agit aussi d'un domaine jetable, donc Mail, vous savez, il y a toute une série de mails jetables. Alors attendez, je crois que ça a coupé l'affichage. Donc vous allez avoir une série d'emails, une série d'informations. Donc on a jusqu'à 17 codes retour hein, quelque part qui vous permettent vous après en termes d'UX, en termes d'interfaçage sur le site, d'avoir un pop-up qui vous dit attention, là, votre boîte mail semble pleine, êtes-vous certain de vouloir conserver cette adresse. Attention, cette boîte mail n'existe pas. Donc simplement, est-ce que vous êtes bien certain qu'il n'y a pas d'erreur? Voilà, donc ça va permettre de vérifier l'email et c'est hyper important parce que bien souvent l'email dans la plupart des bases clients c'est la clé entre guillemets, une des clés ou du moins voilà d'identification d'un client. Ça va être aussi un des canaux, une des datas qui va être utilisée pour le canal email. C'est l'axe principal entre guillemets encore aujourd'hui des marques pour communiquer. Donc c'est vraiment une donnée hyper importante et il faut à minima que sur ce champ-là il y a un minimum de contrôle et de vérification. Ensuite, on va passer à l'adresse postale. Donc, de la même manière, l'adresse postale, on va faire de ce qu'on appelle de l'aide à la saisie. Donc, on va suggérer des adresses au fur et à mesure de la saisie. Ça vise effectivement à gagner du temps dans la complétion du formulaire. Et ça vise également à avoir une normalisation. C'est-à-dire que derrière les propositions, il faut savoir que c'est des référentiels qui sont des référentiels postaux, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a un logiciel derrière qui vient proposer des adresses qui sont déjà normalisées aux yeux de la Poste. Il faut savoir que la Poste, pour ses adresses postales, a défini il y a quelques années une norme AFNOR. Donc AFNOR, c'est un organisme de certification que vous connaissez peut-être dans d'autres domaines. Et la Poste donc a créé une norme pour ses adresses postales. Donc il y a X caractères, donc 38 caractères sur une ligne. Il faut qu'il y ait tel élément dans tel ordre, donc le lieu dit, le code postal, la ville. Donc voilà, je vous passe les détails. Mais globalement, voilà, il faut savoir qu'il y a une norme. Et le fait de passer par ce type de solution vous garantit d'une part que l'adresse qui va être saisie va être correcte et qu'elle sera normalisée, c'est-à-dire qu'elle sera bien reconnue aux yeux de la Poste et que demain, si un autre utilisateur saisit une adresse, en BDD, vous aurez exactement la même nomenclature, la même norme au sein de votre base. Ça va aider encore une fois derrière potentiellement au dédoublonnage. Mickaël, Voilà. je me permets juste de dire, parce qu'effectivement le Oui, je t'en temps prie. passe vite. Ouais, et par contre, moi je trouve ça essentiel, juste au retour d'expérience, un autre métier, c'est vraiment de centraliser la donnée. Et effectivement, on fait appel à notre partenaire 7670 pour la data quality notamment. En fait, on se rend compte que toutes les bases de données sont beaucoup plus, permettez-moi le terme, pourries que ce que les utilisateurs en pensent.
en fait, c'est assez incroyable de penser ou voilà, de savoir, entre guillemets, que les marketeurs pensent que leur base, elle est bonne, elle est de bonne qualité, etc. Et en fait, comme disait Michael, une clé d'unicité, c'est là où on rapproche, c'est là où on peut fusionner. Et donc, clé d'unicité, c'est bien d'avoir l'adresse email propre et c'est essentiel. Sauf que, comme vous le savez, vous pouvez avoir plusieurs adresses email. Et donc là, on est obligé de se pencher sur une dernière source d'authentification qui peut être l'adresse postale, qui peut être le numéro de téléphone, qui peut être la date de naissance. Et donc, c'est essentiel d'avoir ces informations déjà en base et qu'elles soient de qualité, que ce soit effectivement sur cette solution préventive que vient de présenter Michael, donc sur votre site web ou en magasin, mais après on le verra aussi en curatif parce que voilà, si on ne fait pas ça, au final, on a collecté de la donnée qu'on va pas être capable d'exploiter. Voilà, exactement. Donc, on va avancer effectivement, l'heure tourne. C'est vrai qu'on parle beaucoup, Benoît et moi. On va essayer d'avancer un petit peu pour pas vous retarder et respecter le timing. Euh, Hop, donc je passe à la slide suivante. Petit focus sur les emails très rapidement. C'est un peu ce qu'on vient de voir, donc je ne vais pas trop m'attarder. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. De toute manière, on sera là pour y répondre après le webinar. Voilà, la suggestion va permettre effectivement de suggérer des domaines. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Sur le point 2, vous allez avoir aussi potentiellement des suggestions de correction. C'est-à-dire que si l'utilisateur persiste à saisir une donnée qui n'est pas proposée, à savoir ici yahoo.com, on va lui rappeler à la validation de son formulaire. Donc ici, Yahoo a été saisi avec 3O. Bien entendu, ça n'existe pas. On lui met un petit warning et on lui suggère de corriger avec un yahoo.com bien orthographié. De la même manière, comme j'ai dit tout à l'heure, on va être capable d'identifier une adresse email qui est pourtant bien syntaxée. Le domaine est bon, hein, gmail.com, il n'y a pas de souci. Donc l'adresse email, à première vue, semble correcte. Mais en fait, en pingant l'adresse email, on va se rendre compte qu'elle n'existe pas chez Gmail. Donc l'adresse email est invalide. Et de cette là, vous ne pourrez pas communiquer, bien entendu, dessus. Et ça va générer en plus des bounces. Donc attention aux problématiques de délivrabilité. Et puis, bon, le meilleur des cas, c'est le cas numéro 4, effectivement, tout va bien, l'adresse est validée, on peut soumettre le formulaire, la donnée peut rentrer en base. Alors, améliorer la donnée existante. Donc là, on a vu les solutions qui permettent de prévenir, donc les solutions préventives, prévenir des virus, entre guillemets, des problèmes dans votre base de données avec des data vérolées. Là, maintenant, on va regarder un petit peu effectivement toute la partie source de données, les données qui sont déjà en base et comment on les nettoie. Je te laisse embrayer. Ouais. Ouais, Alors, ouais, ça tout à marche. fait. Le premier des points, en fait, quand vous allez vouloir ou quand vous centralisez votre donnée, c'est de se dire, OK, source par source, est-ce que j'ai la main sur la qualité de la donnée? Donc, c'est facile par rapport à la donnée collectée en magasin sur votre site web. C'est vous-même qui avez fait les formulaires de collecte, qui demandaient des renseignements obligatoires ou facultatifs et qui pouvaient voilà, orienter cette collecte pour qu'elle soit de qualité. Sauf qu'en fait, quand on centralise la donnée, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas garant des sources. C'est-à-dire que c'est votre prestataire de collecte d'avis qui vous fournit les avis clients et du coup, les coordonnées et les données liées à ça. Et le même principe pour votre service client. Peut-être que vous n'avez pas la main en tant que marketeur sur les outils utilisés au niveau de votre service client sur les collectes. Voilà. Donc au final, vous allez pouvoir effectivement optimiser en prévention la collecte de données de certaines sources de données, mais pour les autres, vous allez avoir comme choix que de redresser à la volée ces données quand vous voulez remonter dans votre base de données. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des flux. Hein. Je propose d'avancer juste la slide suivante pour qu'on puisse le visualiser. Voilà, traitons des flux où en fait, chaque flux, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que ma donnée, elle est propre ou pas? Est-ce que je dois redresser mon numéro de téléphone parce qu'il y a des points à côté, des tirets de l'autre, des espaces de l'autre, et du coup, je suis pas capable de matcher et de faire des campagnes et tout simplement de reconnaître les personnes. Est-ce que mes adresses email sont effectivement de qualité? Est-ce que mon adresse postale, elle est enregistrée de la même manière de cette source ou de l'autre? Donc, on va s'apercevoir que dans les traitements curatifs, la première chose à faire, c'est de réfléchir source par source et mise à disposition de cette data. Donc bien sûr, la fraîcheur est importante, mais la qualité l'est d'autant plus. C'est-à-dire que bien souvent, les marketeurs disent non, non, mais moi je veux que cette donnée, je veux la voir en temps réel, tous les quarts d'heure, etc. Super, très bien, voilà. Mais avant tout, corrigez cette donnée et faites en sorte que cette donnée soit fiable. C'est vraiment essentiel. Et c'est bien mieux d'avoir une donnée qui arrive tous les 24 heures, qui soit fiable, qu'une donnée qui arrive tous les quarts d'heure et qui soit vérolée. Donc voilà, donc ce qu'on propose nous au niveau de nos solutions, c'est de pouvoir chacune de ces sources mettre en place effectivement des ETL pour pouvoir traiter les données, donc extract, transform, load, à la volée, pour pouvoir du coup les enregistrer de manière la plus propre possible dans la base de données centralisée. Et ces traitements en fait vont être spécifiques à chacune des sources parce que on ne va pas agir de la même manière selon le type de problématique des data. Voilà, donc globalement, un petit schéma pour illustrer ce que vient de dire Benoît.
les flux de données, les flux de fichiers que vous pouvez avoir, effectivement, les passer avant de les insérer en base, avant de les exploiter, les passer effectivement, j'ai envie de dire à la moulinette quelque part, dans des solutions data quality. Et donc le principe est assez simple, hein, c'est ni plus ni moins qu'un dépôt sur un dépôt de fichiers. Votre fichier est déposé sur par exemple sur un SFTP, il sera récupéré par une machine, un robot qui viendra ensuite traiter le fichier et le corriger. Et ensuite, on le restitue tout simplement. Donc ça peut aller très très vite, c'est-à-dire qu'en fonction du volume, bien entendu, mais voilà, sur un fichier, ça peut être moins d'une heure sur des fichiers quand même assez volumineux, donc ça peut se passer assez rapidement. Donc vous perdez pas trop de temps non plus à le faire et le gain est quand même assez conséquent. Donc il faut absolument effectivement capter tous ces flux de données pour les nettoyer. Une fois que c'est fait, vous récupérez le fichier de restitution, vous pouvez insérer paisiblement en base votre donnée qui sera de ce fait-là corrigée, fiabilisée avec voilà, un paramétrage qui aura été vu évidemment en amont. Et puis le fichier derrière, effectivement, point 6 sera détruit pour pas qu'il soit stocké. Voilà, toujours l'ombre de la RGPD hyper important. Donc voilà, dans le process, c'est relativement simple. Il faut savoir que les solutions curatives font à peu près la même chose que ce que vous avez pu voir sur la partie préventive. Donc ça va être le traitement de l'email, du mobile, du postal. On va être capable de travailler aussi sur le nom-prénom. Et en ce qui concerne le postal, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une, une norme de la Poste qui garantit que tout du moins que les Je te logiciels qui propose ont d'avancer, hein, l'homologation, Michael, parce qu'on ouais, va pas avoir le temps. Ouais. ouais, qui garantit que l'adresse postale soit fiable et exploitable. Donc je reprends un petit exemple rapidement. Donc là, on a la data un peu classique qu'on pourrait avoir au sein de son CRM avant traitement curatif. Donc on retrouve Madame Pangolin, on se rend compte rapidement que le prénom et le nom ne sont pas dans le même champ. On se rend compte qu'il y a une email, mais on ne sait pas s'il est bon ou pas finalement. Une adresse postale qui semble exploitable en l'état et un numéro de mobile, puis ici un montant d'achat. Après traitement, voilà, on a pu justement grâce aux solutions curatives détecter que le prénom n'était pas bien positionné. On a pu flaguer l'email comme étant invalide. On a pu également corriger, normaliser l'adresse postale. Donc ici, il y avait une petite coquille, une petite dyslexie quelque part sur le code postal et puis une faute d'orthographe sur la ville de Bergue qui prend un S. Et puis pareil, on a pu normaliser le numéro de téléphone. Donc on lui a mis l'indicatif français plus 33 et puis on s'est aperçu que la ligne était inactive. Donc tout ça est possible via des solutions curatives. Et pourquoi c'est important de normaliser, de fiabiliser ces données? Comme on l'a vu tout à l'heure, le dédoublage est essentiel sur la connaissance de vos clients et l'analyse quelque part de vos data au sens large. Et ici, on a un exemple tout bête, donc on pourrait complexifier, mais on n'a pas le temps. Et puis, c'est déjà suffisant comme ça. Vous allez, admettons qu'on cherche à identifier un individu au sein de sa base. On va prendre le couple nom-prénom plus l'adresse postale pour être certain que qu'on parle bien de la même personne, à savoir Chantal Pangolin qui habite de place de la République à Bergue. Et vous voyez qu'avec les solutions curatives et la normalisation, ça va faciliter le dédoublonnage. Parce qu'on aura mis l'adresse postale, la syntaxe de l'adresse postale sera faite exactement de la même manière sur l'ensemble de votre base, et du coup les doublons seront beaucoup plus facilement détectés. Pareil pour le mobile, etc., etc. Donc là, on se rend compte qu'on a un doublon parce qu'on a effectivement un match sur le nom, prénom et l'adresse postale. Et grâce à la validation des données, Est-ce que vous on va nous pouvoir entendez toujours? conserver. Je vois une question qui vient de paraître, elle disait qu'on nous entendait plus. Est-ce que vous nous entendez toujours? Et je voyais une autre question, juste Michael, hein, Ouais, attends, je vais regarder. voilà. Euh, Moi, je on t'entends vous bien, je entend pense que ça plus. devrait. Voilà. On vous entend plus. Est-ce Ouais, après c'était il y a quelque temps, donc peut-être que ça a été Bon, il y corrigé, a que là peut-être on eu entend. un petit blanc de son. Mettez en commentaire si vous ne nous entendez pas, surtout. N'attendez pas, sinon on pourra peut-être pas intervenir. Ah, Bon, très bien, on nous entend, c'est bon. parfait, Et nickel. donc il y avait une autre question sur la vérification des numéros de téléphone de la personne. Oui, alors les numéros de téléphone, ça fonctionne comment? Globalement, ça se fait aussi soit en curatif ou en préventif, donc en temps réel ou sur un traitement de fichier à plat. Et le numéro de téléphone, c'est un peu le même principe que l'email, voire même beaucoup plus simple. Il y a un ping qui est fait sur l'opérateur. L'opérateur nous répond si la ligne est active ou pas. À ce stade-là, on est capable de pas forcément rattacher. Ça sera plutôt sur de l'enrichissement avec base de données, mais on ne pourra pas être capable de rattacher
le numéro de téléphone à la personne. Par contre, on pourra être en mesure de dire que le numéro est valide, c'est-à-dire que la ligne est active, elle peut recevoir un SMS sans souci. D'accord? Donc voilà, c'est un ping. Si on veut rentrer dans la technique, ça s'appelle HLR, donc c'est une sorte de requête qui est fait et l'opérateur nous donne OK, pas OK, et puis on reçoit également aussi l'opérateur historique du numéro comme information. Donc ça peut être aussi disponible dans un traitement de fichier en information supplémentaire. Donc si ça répond pas à la question, n'hésitez pas à préciser. Je pourrais aller un peu plus loin, mais je pense que c'était ça l'objet de la question. Donc voilà, là on se retrouve qu'on a un doublon, les datas sont fusionnées. Bah, comme vous pouvez le voir, forcément on va arbitrer, on va choisir de conserver les bonnes datas et on va également pouvoir enrichir parce que Madame Pangolin, qui était finalement doublon dans la base, qui était peut-être aux yeux de votre marque, de votre enseigne, un petit client parce qu'elle a fait moins de 100 euros d'achat au total, bah, finalement on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui se vient enrichi à 146 euros. Donc potentiellement même sa segmentation, son adressage marketing va changer. Donc ça c'est hyper important pour plusieurs choses. Encore une fois, la vision qu'on a de sa data, l'analyse qu'on va pouvoir en faire, et puis après sur la personnalisation et la segmentation que vous allez pouvoir faire sur Madame Pangolin. Hop, donc je passe à la slide suivante, on va essayer d'aller assez vite. Je te laisse Alors, Benoît, tu les parles plus vite que conseils, moi. ouais, ça marche. Nos conseils pour une animation réussie lors de votre reprise, donc on vous a déjà donné quelques tips tout à l'heure. Un, c'est surtout éviter la surpression commerciale, la sursollicitation. En fait, le risque est énorme. Le risque est énorme et en même temps, vous avez envie parce que vous dites, attendez, moi j'ai pas fait mon business CRM pendant 2 mois, pendant 3 mois, j'ai de la pression de mes objectifs, la pression des chiffres. Les gens en plus sont prêts à consommer. Moi le premier, moi la première, j'aimerais bien m'acheter ça, m'acheter ça. Oui, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas les seuls. Et en fait, tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire ça avec une surpression de dingue. Donc, le premier point, c'est ne rentrez pas dans cette guerre de la sollicitation parce que vous allez être pénalisé, vous allez partir avec l'eau du bain comme on dit. Hein. C'est-à-dire que quand les consommateurs envoient leur boîte mail extrêmement pleine, bah, vos messages vont être blacklistés et vont se désabonner. Donc vous n'allez plus pouvoir communiquer avec eux. Donc il vaut mieux que vous laissiez passer un petit peu la tempête des premiers jours, des premières semaines suite à cette reprise et attendre ensuite. Et après, de mesurer effectivement si vos communications génèrent du désabonnement, génèrent de l'ouverture, pour après réouvrir les vannes et là, cette fois-ci, avoir une communication plus personnalisée. Ensuite, adaptez vos canaux, parce que pareil, la pression commerciale, elle se joue énormément sur une perception monocanale, souvent par email, un peu par SMS, rarement par le print. On profite que notre partenaire 7370 soit avec nous pour dire effectivement que le print, il est sous-employé, et notamment pour les clients VIP, c'est très important de pouvoir les féliciter ou en tout cas les valoriser avec un beau courrier reçu chez eux. Et là, c'est le bon moment pour vous dire, ah oui, j'ai toujours rêvé de faire du print, et ben c'est le bon moment. Pour ça, il faut que vous n'allez pas le faire toute base, vous allez identifier vos meilleurs clients, et puis eux, pour la reprise, ils vont recevoir un superbe courrier par la poste. Et donc même pendant le confinement, vous pourriez le faire, ça marche très bien à la poste. Donc voilà, donc diversifier, pensez au SMS également. Le SMS, c'est très bien au niveau transactionnel, faut pas en abuser, faut pas envoyer tous les week-ends un message moins 30%. Pour autant, c'est un média qui est vraiment utile pour gagner un petit peu d'interaction et de visibilité. Maintenant, bien réfléchir au message et pas faire de la promo systématique, mais plutôt de valoriser, pourquoi pas, un point important de votre stratégie de déconfinement, par exemple. Ensuite, ajouter de la valeur sur vos prises de parole. Pardon, tu m'as. Excuse-moi, vas-y, je crois que tu avais fini. Ajouter de la valeur sur vos prises de parole. Même principe. Voilà, la promo pour de la promo. Vous avez peut-être une population dans votre base, des promophiles, il faut encore les identifier. Mais une fois que vous les avez identifiés, évitez la promo systématique auprès de votre base et plutôt apporter de la valeur. Dire que ce produit-là, il a été fabriqué localement, que ces collaborateurs-là, ils ont fait avec amour, où ils vous accueillent avec grand plaisir. Enfin voilà, essayez de trouver des axes de communication euh, sur la prise de parole. Et puis enfin, essayer de communiquer de manière locale, encore une fois localement, et privilégier les circuits courts, c'est ce que les consommateurs vont privilégier. Donc vous aussi, ne parlez pas de la même façon à toute votre base. Il y a des spécificités locales, des spécificités de météo, des spécificités de magasins, des spécificités ruraux, agricoles et urbains. Enfin voilà, tout ça, prenez vraiment en compte et ça va être encore plus important par la suite. Ouais, ok. Voilà. Dans vos Dans les segments, sept. je te laisse.
Comme tu Insight veux. aussi. Non, vas-y, je t'en prie. Dans les secteurs, alors plus particulièrement, c'est quoi ces prises de parole? Vous êtes un acteur du bricolage, c'est très bien. Je pense que vous êtes en ce moment pas mal sollicité parce qu'il y a beaucoup de bricolage qui se fait pendant le confinement. Toujours est-il qu'avant de proposer des promos, proposer des tutos de sécurité, proposer comment éviter de vous blesser, de vous encombrer, d'encombrer les services d'urgence. Comment on se sert d'une scie sauteuse pour couper, j'en sais rien, moi, c'est de manière optimale. Comment on nettoie sa lame, comment on la huile, etc., sans se couper les doigts. Par exemple, bah ça, c'est des conseils tout bêtes pour une prise de parole, mais qui vont avoir une valeur ajoutée extrêmement forte aujourd'hui. Et donc, ensuite, les personnes qui ont été, ah bah, c'est sympa, ça, qui pensent à moi, et là, vous avez une vraie légitimité de parler de la crise dans votre expertise business. Pensez à ces messages. Pour le tourisme, pensez à la respiration. Vous avez été confiné pendant 3 mois. Il y a un, je sais pas, Pirée Vacances, un Club Med à côté de chez vous, pas très loin, hein, à 50 km ou à moins de 100 km de chez vous. Euh, ça va vous aérer, ça va vous aérer l'esprit. Partez en couple, partez sans les enfants, etc. Pensez à ça. Et puis pour l'alimentaire, pensez local, circuit court encore une fois. Alors on sait, on a abreuvé ça par les pubs télé, mais pensez à l'utiliser dans le CRM aussi et de dire, c'est pas très compliqué hein, que de recenser différents producteurs par exemple selon les régions et de mettre en avant le nom de vos producteurs locaux dans les campagnes CRM que vous faites partir à l'ensemble de vos contacts. D'accord? Donc ça va peut-être être une personnalisation par département par exemple, mais c'est pas complètement insensé et ça aura une forte valeur ajoutée. Donc, on va effectivement aborder maintenant l'enrichissement de vos données. Pareil, Benoît, je te laisse introduire la thématique. Ouais. Vas-y. Ouais, ouais, donc les cas d'usage pour l'enrichissement, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est déjà avoir plus de coordonnées qui va vous permettre de mieux fusionner et de mieux identifier vos clients. Ça, c'est vraiment pour moi un point essentiel. Encore une fois, que la démultiplication des adresses email, avec les déménagements sur les adresses postales, avec le fait que les numéros de mobile soient plus ou moins bien renseignés, fait que au final, c'est très important. Excusez-moi, il y a ma fille qui s'énerve, hein, ça va être l'heure de déjeuner, je pense. Donc c'est très important d'enrichir sa base avec des coordonnées qu'on n'aurait pas. Premièrement. Deuxièmement, c'est analyser. Eh ben, voilà, tout simplement mieux comprendre moi je sais pas moi, quelles sont les tranches d'âge, par exemple. Donc enrichir en date de naissance. Eh bien là, c'est très important pour dire, bah, j'ai des personnes qui sont suite à cette reprise, qui vont continuer le confinement, puis des personnes qui vont être jeunes et qui vont pouvoir, des ados par exemple, partir facilement dans les commerces. Eh ben, vous n'allez pas parler de la même manière à ces deux populations. Pareil, les arguments mis en avant vont être des arguments très sécuritaires pour les personnes âgées, là où pour les jeunes, ça va être de dire ah bah c'est bon, enfin libre, tu vas pouvoir faire ça, enfin faire ça. Voilà. Et puis bah, tout simplement les coûts liés à l'envoi de colis, à l'envoi de courrier. Si c'est erroné, ça ne fonctionne pas. Ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez pas diversifier vos communications. Donc très important de pouvoir enrichir soit au niveau statistique, avoir un segment avec une tranche d'âge, soit au niveau réel. Bon, tu vas revenir, je crois, Michael, hein, sur un enrichissement précis personne par personne. Et puis de réfléchir aussi, qu'est-ce qui est le plus important, d'enrichir par exemple le nombre d'enfants au foyer, d'enrichir en coordonnées de localisation, ou ou d'enrichir en coordonnées, tout simplement email, SMS ou postal, si vous n'avez pas ces coordonnées pour pouvoir diversifier vos communications. Alors, justement, effectivement, sur les types d'enrichissement, on peut noter deux grandes voies, deux grandes catégories d'enrichissement. Donc, on va avoir les enrichissements dits statistiques qui proviennent d'instituts de sondage, de l'INSEE, notamment aussi quand on parle d'Iris Caro, ça va être toutes les informations issues du recensement. Donc, vous savez, tous les X années, il y a eu le grand recensement qui a été fait il y a quelques années. Tout ça, c'est de la data qui est disponible et qui peut être exploitée. Donc, on va pouvoir à partir d'une adresse postale, d'un lieu, donner des indices sur la composition familiale, sur les catégories socio-professionnelles, le revenu fiscal. Donc au total, il y a à peu près 34-35 indicateurs qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur vos utilisateurs, hein, sur vos contacts. Et donc ça reste des indices, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de façon certaine sur la partie statistique, vous n'avez pas avec certitude que la personne qui va habiter 15 à l'épaule Verlaine, elle a 2 enfants et elle est plutôt cadre qu'ouvrier et qu'elle a un revenu fiscal de 50 000 euros par an. Ça, vous ne pourrez pas l'avoir de façon personnelle, mais ça donne des tendances sur votre base de données.
vous aurez une tendance à avoir des familles nombreuses, des tendances à avoir plutôt des ouvriers ou plutôt des cadres, etc., etc. Donc au total, il y a à peu près 34-35 indicateurs qui sont proposés par notamment les référentiels IRIS et CARO. Donc ça provient de l'INSEE, notamment des données du recensement. Et ensuite, vous avez tout l'enrichissement qu'on pourra avoir avec des bases partenaires. Donc c'est-à-dire que dans votre base, comme l'a dit tout à l'heure Benoît, on peut avoir des trous, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tout le temps le numéro de téléphone, on n'a pas forcément tout le temps l'adresse postale, on n'a pas forcément tout le temps la dernière donnée, la donnée fraîche quelque part. Donc enrichir son fichier, donc croiser son fichier avec des bases partenaires va permettre de venir combler ces trous avec de l'information manquante. Donc on va pouvoir et récupérer l'information ou créer de l'information qu'on n'avait pas auparavant. Donc ici, on donne quelques exemples des données de contact. Hein, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va pouvoir l'adresse postale, l'adresse email, le mobile. Ça va être également des données socio-démo, encore une fois avec l'âge, le nombre d'enfants, et des données comportementales. Donc tout ce qui va se passer sur le web, notamment avec la navigation, les cookies. Tout ça va vous apporter de la valeur et de l'information sur votre contact que vous n'aviez pas auparavant. Donc les deux types d'enrichissement sont essentiels parce que ça va vous permettre encore une fois, de définir une stratégie qui sera ultra personnalisée, ultra segmentée, et donc du coup adresser un message qui sera le plus pertinent à cette personne, et puis d'exploiter également. Alors là, Benoît sera beaucoup plus content que moi d'en parler, je pense, ou en tout cas beaucoup plus légitime, mais ça va être effectivement exploiter tous les canaux de communication qu'on n'avait pas auparavant. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'email ou qu'on n'avait pas le mobile, là, effectivement, qu'un enrichissement de base partenaire, on récupère le mobile, pouf, c'est cool, mon client qui n'ouvrait jamais ses emails, je vais essayer de tester sur le SMS pour voir si ça réagit. Voilà, donc c'est un cas d'exemple. Benoît, tu veux peut-être intervenir, je te sens bouillir. Ouais, non, je disais sur les bases partenaires, effectivement, c'est important de pouvoir collecter rapidement. C'est-à-dire que c'est très bien de mettre en place des formulaires de collecte plus pointus, des factures électroniques qui vous permettent de mieux collecter des datas en magasin. Il y a plein de méthodes hein, pour collecter mieux, sauf que ça se fait longtemps, enfin, dans un laps de temps très, très, très long. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous mettez ça en place, ça c'est pas du jour au lendemain, le moment où la collecte se fait de manière plus optimale, en fait, il s'écoule beaucoup de temps. Et là, en fait, ce qu'on voit notamment par rapport à la reprise, c'est que vous devez diversifier. Vous devez diversifier vos canaux. C'est essentiel, sinon vous allez tomber dans le rush de toutes les prises de parole, notamment par email. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il existe, hein, ça moi je le vois hein, auprès de nos clients, il y a souvent une méconnaissance, mais il existe plein de techniques pour aller enrichir votre base. J'ai 10 000 VIP, sur mes 10 000 VIP, je vais être capable d'enrichir, allez, 3 000 numéros de mobile, 3 000 adresses email, si vous n'avez pas les adresses email. Bah là, du jour au lendemain, vous pouvez communiquer avec eux sur d'autres canaux, quoi. Donc, c'est important de garder ça en tête, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que ces méthodes d'enrichissement, souvent on les met de côté, on dit ah ouais non mais j'ai essayé, là, ça Alors, fait deux Benoît, je trois sais ans pas que si j'essaie tu de collecter. m'entends, je sais pas si les autres l'entendent, ça a coupé Ah, pour Benoît, je crois. et là c'est revenu. Est-ce que vous Est-ce m'entendez? que quelqu'un peut prendre la parole sur le chat, me poser Un une deux un deux question et m'indiquer si on entend Benoît, parce que moi je l'entends plus, et par la même occasion me dire si vous m'entendez. un deux un deux Ouais, Benoît, je te un deux. réentends moi de mon côté. Bon, il y a Ça dû y est, avoir c'est un revenu. petit. Bon, Ok, nickel. ouais, ça saute un peu, ça saute un peu de temps en temps. Donc voilà, je disais, c'est très important. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais je disais, c'est très important de pouvoir accélérer la prise de parole avec vos contacts sur tous les canaux, et donc de favoriser l'enrichissement à un mode de collecte optimisé, qui au final va vous permettre dans un an, dans 2 ans, de mieux communiquer sur d'autres canaux. Mais aujourd'hui, pour cette reprise, à mon avis, pour accélérer les choses, il faut faire appel à ces techniques-là. Parfait. Du coup, on va avancer un petit peu. On arrive effectivement à la fin de ce webinaire. Donc, la conclusion. Pour résumer Bah tout ça, déjà, vous Benoît. l'avez compris. Ouais. Ouais, déjà, alors résumé, c'est un grand mot, hein. Alors, je vais couper également ma caméra, hop, comme ça, vous n'avez plus me voir. Le résumé, c'est qu'en fait, il faut que vous puissiez centraliser vos données, et c'est le moment, entre guillemets. Ça n'a jamais été autant le moment que maintenant, suite à cette crise, que de dire mes clients, je les connais bien, mes clients, en fait, ils sont reconnus, peu importe leur point de contact, et donc c'est beaucoup moins compliqué que ce que vous pensez de centraliser de la donnée. Je le sais, hein, puisqu'en fait, moi, ça fait, comme je le disais en préambule, 15-20 ans que je travaille dans le CRM, et que les solutions qui permettaient avant de faire ce système de base de données centralisée étaient longues à mettre en place, très coûteuses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux qu'auparavant.
Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, sinon, vous n'allez pas sortir de l'océan rouge, on va dire, des communications de l'ensemble de vos concurrents. Donc, il faut mieux personnaliser, donc ça, faut collecter. Ensuite, il faut analyser via de la data vise, hein, qui est liée effectivement à cette base de données centralisée. Effectivement, une fois qu'on a analysé tout ça, on peut automatiser les communications sur tous les canaux. Et là, la variété des canaux est très importante pour justement éviter de rester dans la pression commerciale extrêmement forte qui va être appliquée par l'ensemble des enseignes. Pour autant, la data quality est au cœur de ce schéma. Donc là, je te laisse, Mickaël, prendre le relais. Voilà, alors effectivement, on a bien vu que la collecte de données est essentielle. On a vu qu'on a la possibilité également d'enrichir via de la data externe, donc soit l'enrichissement stat ou enrichissement de base. On a vu également que dans le parcours de la donnée, on a l'aide à la saisie qui va être essentielle, et la validation également, la vérification d'une certaine norme pour la postale, ou la vérification des datas de contact tels que mobile et l'email va être essentiel. Ensuite, effectivement, on a la transformation de la donnée pour uniformisation. Donc, c'est ce que je viens de dire. Finalement, ça va être calibrer les mêmes datas sous le même format pour faciliter derrière le dédoublonnage, l'analyse de la base, etc. Vérifier en temps réel ou en asynchrone, hein, si on a déjà effectivement cette data ou pas en base, pour soit écraser, soit enrichir, soit ne pas y toucher tout simplement. Si on a déjà le nom prénom, pas la nécessité de remplacer par la même chose. Et effectivement, dédoublonnage si nécessaire. Donc ça, c'est toutes ces étapes-là finalement vont être en amont de l'alimentation de la base de données, pour que, in fine, on ait une base propre, saine, exploitable, enrichie et optimum, tout simplement pour votre business, hein. On peut résumer ça comme ça. Benoît, tu reprends la parole sur les bénéfices, ou tu... Ouais, de toute façon, on en a déjà bien parlé, hein. C'est Ouais. vraiment la meilleure interprétation des données, la réduction de vos coûts, l'optimisation de votre ROI marketing, hein, et puis de booster votre stratégie omnicanal. Je propose d'avancer, et comme ça on pourra répondre aux questions, parce que j'ai vu qu'il y avait trois questions qu'on n'avait pas répondu. Ouais. Juste le petit point sur la stratégie. Donc nous, en fait, les clients qui font appel à marketing one by one aujourd'hui, ils viennent nous voir à différents niveaux de maturité. Et donc, vous voyez, un peu comme la plante qui pousse, et bien généralement on commence par envoyer de la newsletter massive à toute sa base. Bon, on n'est pas pour, mais c'est un début. Ensuite, on réfléchit en one to few, faire de la segmentation, et gagner du temps au niveau opérationnel en mettant en place des campagnes automatisées notamment. On réfléchit en place, alors one to few, c'est la segmentation, hein, c'est comment je communique auprès de mes VIP, de mes nouveaux clients, mes clients exclusifs magasins, exclusifs web, etc. One to one, là, c'est de dire, ok, non seulement je garde cette segmentation en tête, mais en plus je vais être capable d'ultra personnaliser ma prise de parole et d'avoir une connaissance client beaucoup plus fine. Et enfin, le data driven, qui est un peu le Graal des marketeurs, c'est de gagner en indépendance vis-à-vis de leur DSI, et qu'ils aient, ces marketeurs, vraiment la main intégrale sur leur data. Et justement, j'en profite pour répondre à la question qui m'a été posée sur le chat. C'est quoi la différence entre CDP et les équivalences? C'est tout simplement l'usage qui en est fait, c'est-à-dire qu'il existe plein de noms barbares et souvent anglais pour déterminer les centralisations de données. Le principe d'une Customer Data Platform, c'est de se focus, on va dire, sur les clients et sur les contacts existants en base de données, et de vraiment avoir une vision 360 degrés de ces personnes. Là où un data lake, en fait, il va être utilisé par exemple par l'ensemble des services de l'entreprise, notamment le contrôle de gestion, notamment la DSI, et qui dit par l'ensemble des services dit que le marketing pourra pas l'exploiter comme il veut. Donc le principe d'une CDP, c'est de rendre indépendant le marketing, ou en tout cas le CRM, vis-à-vis de la DSI, et qu'ils aient la main sur leur data. Et puis en plus, dans la stratégie data driven, c'est ensuite de prédire ce qui va se passer. Il y a la mise en place de scoring et on va dire d'intelligence artificielle, même si c'est un grand mot, pour pouvoir prédire ce qui va se passer demain et comment vont évoluer les besoins de mes clients. Et puis voilà, de faire progresser l'ensemble de l'activité, que ce soit le référencement de produits, la prise en charge des parcours clients en online, en offline, etc., va pouvoir être drivé justement par l'ensemble de ces data. Donc le fonctionnement, que ce soit 67-70 ou One by One, et c'est pour ça qu'on est aussi proche et partenaire, c'est qu'on a à peu près la même, enfin on n'a pas à peu près, on a la même approche sur le fonctionnement d'un traitement ou d'une analyse de votre base. C'est-à-dire qu'en amont, on va vous proposer de toute manière, que ce soit l'un ou l'autre,
un audit gratuit de votre base. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon, un département ou l'entièreté de votre base, et puis on va venir faire un audit qui va nous permettre d'avoir un tas d'informations sur l'état de santé quelque part de votre base de données, sur plusieurs types de data. Ça va être effectivement sur le taux de PND sur l'adresse postale, sur le nombre d'adresses email invalides, les mobiles renseignés par renseignés, le taux de doublon dans votre base, donc défini avec des critères qu'on aura au préalable définis, et aussi par exemple les déménagers, etc., etc. Donc un tas d'informations sur votre base que vous n'avez pas, pardon. Et derrière ça, on va vous faire une série de recommandations. Donc il y aura un échange, une analyse de ce fameux audit qui aura été fait pour justement choisir quelle stratégie on va adopter et quelle mesure on va opérer pour soigner tout ça. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur les recommandations et sur ce qu'on va faire, bah voilà, on traite la donnée, on vient nettoyer effectivement votre base, on vient assainir tout ça et on vous livre la restitution sous 2 semaines, 2 à 3 semaines, hein, ça dépend des volumes et des attentes du client, mais globalement, c'est dans un timing relativement court, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 à 3 semaines, ça dépend aussi du client, mais globalement, on va être capable et ça peut être même beaucoup plus court, hein, j'ai envie de dire, ça peut se faire en une semaine ou deux, mais on va être capable de venir nettoyer tout ça et de réalimenter votre base proprement. Donc ça, c'est un peu les grandes étapes. Quand on fait un audit, à quoi ça ressemble? Donc là, vous avez un échantillon quelque part d'un rapport d'audit. Donc c'est une partie d'un rapport d'audit. Vous avez voilà, des statistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le taux de doublon, sur les rejets stockades. Alors les stockades, c'est tout simplement les personnes qui ont déménagé. Donc on va être capable de les identifier. Encore une fois, la Poste fournit cette information-là. Petite parenthèse, quand vous déménagez, bien souvent, vous faites un suivi de courrier. Et ben voilà, ça crée un fichier côté la Poste que la Poste monétise. Et nous, on vient récupérer ce fichier-là pour justement croiser ça avec votre base et identifier les déménagers. On va être capable aussi de potentiellement d'attacher une nouvelle adresse. C'est-à-dire que forcément, quand on déménage, on donne sa nouvelle adresse à la Poste. La Poste, de la même manière, va aussi monétiser ça en nous fournissant ce fichier-là. Et nous, on va être capable de fournir, d'enrichir avec la nouvelle adresse. Voilà, donc là, vous avez un petit exemple, un screen un peu de nos audits. Voilà, on a fini le webinaire. Désolé, on a beaucoup débordé avec Benoît. On s'attendait pas forcément à être aussi long. Mais en tout cas, On a c'est commencé bien. un peu plus tard aussi, Michael, hein. On a commencé un peu Ouais, plus c'est tard. ça. C'est exactement On a ça. le petit quart d'heure, on a le petit quart d'heure de retard habituel, hein. Voilà. Moi, juste pour conclure, hein, parce qu'on l'a pas trop dit, mais effectivement, le CRM doit être au cœur de votre prise, hein. C'est-à-dire que il faut bien imaginer que les publicités, que ce soit de l'affichage, que ce soit de la pub télé, pub radio, etc., euh, mettent en avant les valeurs. Et le CRM, généralement, il était là pour activer en marketing direct la promo. Il faut que ça change et que via cette reprise, le CRM soit au cœur de votre prise de parole et des valeurs que votre entreprise veut véhiculer. Et puis surtout, il faut imaginer toujours pareil, hein, l'empathie, vous mettre à la place de vos consommateurs et de vos clients, de dire mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir et moi qu'est-ce que je reçois comme message. Et donc du coup, comment vous allez pouvoir être différenciant? On vous a donné pas mal de pistes. Maintenant, ni 6770 ni Marketing One by One, nous sommes une agence de communication, hein, sur le ton à employer, sur les valeurs vraiment prioritaires à véhiculer. Pour autant, on est persuadé que c'est la bonne, c'est la bonne direction à prendre et que bah, pour compléter ça, il faut de la data extrêmement de qualité et bien centralisée pour pouvoir ultra personnaliser CRM. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait en question, on y a répondu, hein, sur la partie CDP. Sur la partie ETL, ça veut dire Extract Transform Loud. C'est la petite manipulation qui prend chaque source de données soit chez vous en tant qu'annonceur, hein, votre service web par exemple, votre service client, je sais pas moi, le contrôle de gestion, le catalogue produit, mais aussi qui va aller chercher chez votre prestataire des avis clients, qui va aller chercher chez, je sais pas moi, les comparateurs de prix, les comparateurs de produits, votre catalogue produit ou vos prix qui changent, enfin, peu importe. Toujours est-il que c'est la petite mécanique qui va transformer la donnée à la volée pour pouvoir la centraliser et pas venir polluer votre base centralisée. C'est ça que signifie ETL. Donc extract pour extraire les données, transform qui transforme, comme son nom l'indique, la donnée à la volée, et loud pour la charger dans votre base centralisée. Voilà, alors, je remercie les personnes qui nous disent merci sur les questions, c'est gentil à vous, merci d'avoir d'être resté jusqu'au bout.
Je sais pas, Benoît, tu as des choses à rajouter? Je crois qu'il n'y a plus de questions. On va laisser encore quelques secondes pour les personnes qui souhaitent encore nous poser des Ouais, questions. Sachant qu'on est non, disponible, non, soit Benoît ou moi par mail, hein, s'il y a besoin un peu plus tard, il y a aucun souci exactement. Je avec te laisse plaisir. peut-être mettre la slide justement avec nos coordonnées, comme ça, Tout à fait. pendant qu'on attend les questions, les personnes auront nos coordonnées. Euh, voilà, moi je serais absolument ravi d'échanger avec vous sur la bonne stratégie à employer pour cette reprise, peu importe votre secteur d'activité. Je suis vraiment persuadé qu'un changement de mentalité est en train d'opérer et que le CRM, on va dire promophile et massif est derrière nous et que c'est une hérésie de penser que le business va continuer comme d'habitude suite à cette crise. Donc voilà, et donc moi c'était déjà les convictions que j'avais il y a déjà quelques temps, et là elles se sont largement renforcées avec cette crise. Bon, bah écoute, c'était très beau. Je te laisse le mot de la fin, du coup, Benoît, c'était magnifique. Merci, merci Euh, Michael. Emmanuel, merci. Emmanuel nous dit merci, c'était très intéressant. Merci à vous, Emmanuel. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a suffisamment débordé. Je vous souhaite de mon côté une bonne journée à tous, une bonne semaine. Et puis à très vite, j'espère, pour discuter de tout ça, que ce soit avec Benoît ou avec moi, c'est la même chose, hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou l'un ou l'autre, en fonction de vos besoins. On vous redirigera vers la bonne personne s'il y a besoin. Voilà. Exactement. Benoît, au revoir. On dit au revoir. Merci à tout le monde et au Allez, revoir. au revoir. À bientôt. Au revoir.